Et bienvenue à tous, l'émission politique de France Info. C'est maintenant avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Nicolas. Gilles Bornstein, Guy Berenbaum sont là, bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Bonjour. Votre invité, Jean-Michel, député européen. Bonjour Vincent Payan. Bonjour. Vous êtes donc l'un des 7 candidats de la primaire de la belle Alliance populaire, mais en fait du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. On ne connaît pas votre programme, Vincent Payan, alors que l'élection de la primaire, c'est dans un mois, le 22 janvier, le premier tour. Quand présenterez-vous votre programme ? Je le présenterai à la rentrée, le 6 janvier. Ce ne sera pas un programme. Ah bon ? Ce seront des propositions pour la France. Je pense que l'élection présidentielle, c'est un moment de grand débat où on doit fixer des priorités et des orientations. C'est une des difficultés, on le voit, de notre système institutionnel renforcé par le quinquennat, qui est la confusion entre le président de la République et le gouvernement. Qui fait quoi ? Les autres institutions aussi. Je tiens beaucoup à ce qu'on marque quelles doivent être et ce que l'on peut faire, les priorités dans un quinquennat. Oui. Et donc, il y aura des propositions, évidemment, mais je veux d'abord qu'il y ait une cohérence d'ensemble, parce que j'entends ici ou là, on lance une proposition par-ci, on lance une proposition par-là. Ça ne fait pas un projet pour la France. J'ai d'ailleurs observé que François Hollande François Fillon a un projet pour la France. Bien entendu. Donc c'est des propositions concrètes, 500 000 fonctionnaires de moins, la retraite à 65 ans, les 39 heures payées, je ne sais pas combien d'heures. C'est un projet. À l'intérieur d'un projet dans lequel il s'est efforcé, me semble-t-il, depuis le début, de donner du sens, de marquer sa priorité libérale, on l'a vu, sa priorité en termes de société. Après, il l'illustre. Mais il faut faire, et je le ferai, une cohérence d'ensemble, j'y reviens, parce que observez bien ce que disent les Français. Il y a eu beaucoup de propositions, il y a eu beaucoup de choses faites. On peut en faire l'énumération dans les 5 ans. Ça prend plusieurs pages. Certains les découvrent certains jours. Mais on dit que ça n'avait pas de sens. Et il faut donner du sens à son action politique. Les propositions, elles doivent venir illustrer ces priorités. Deuxièmement, je présenterai un projet, j'y tiens énormément, qui sera cohérent du point de vue de la stratégie des finances publiques dans le cadre européen. Car je suis surpris. Je veux à la fois, évidemment, que l'on gouverne à gauche, mais que l'on puisse gouverner de façon réaliste. Pas d'abrogation de lois d'un coup dans lesquelles il y a à la fois des bonnes choses et des mauvaises. Pas de renégociation des traités. Personne ne peut le faire. Il nous faut être, de ce point de vue-là, rigoureux. Et donc, vous parlez de l'Europe, je vous coupe, vous parlez de l'Europe. Arnaud Montebourg, qui était l'invité de TF1 hier soir, a parlé aussi de l'Europe. Il a essayé, lui aussi, de donner du sens à son action par rapport aux dirigeants européens et Angela Merkel. On écoute Arnaud Montebourg hier soir sur TF1. On a laissé l'Union européenne et le système bancaire et financier imposer leur vue sur nos choix politiques. Eh bien, je propose de reprendre le contrôle. Je propose de bâtir un bloc avec l'ensemble des pays réformateurs de l'Union européenne en faveur de la relance économique face au bloc conservateur dirigé aujourd'hui par l'Allemagne. Alors, vous êtes d'accord avec lui ? Il faut se confronter, c'est un vieux discours d'ailleurs, à l'Allemagne ? Tous ceux qui ont essayé de le faire, on a vu les résultats. Donc la vraie question, c'est au contraire d'avoir une union étroite avec l'Allemagne qui nous permet, pensez au plan Juncker, de relancer les investissements et d'avancer dans la maîtrise politique de la zone euro, la gouvernance économique. Pour cela, nous avons un défaut de crédibilité qui est lié évidemment au montant de notre dette. Et donc il faut contractualiser, ce que ne fait pas d'ailleurs François Fillon. Il faut à la fois être extrêmement rigoureux sur la stratégie de dépenses publiques et en échange de cette rigueur-là, et donc d'un programme à 5 ans, être capable de négocier avec l'Allemagne davantage d'investissements et davantage de maîtrise de la zone euro. Mais je voudrais dire sur ces sujets pourquoi. Parce que, je l'entends, on me parle de congrès du Parti socialiste. Non, c'est une élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. François Fillon n'est pas une espérance pour la France. Il n'est pas non plus une providence. On voit beaucoup de Français ne voient pas la providence, mais il n'est pas une fatalité. La gauche peut gagner. Et c'est pour ça que j'ai insisté dès le début sur le rassemblement. Quand vous regardez arithmétiquement les choses, si nous sommes capables de nous rassembler d'abord dans la belle alliance populaire, et dans le fond c'est un instrument, on l'a compris les primaires, pour se rassembler. Ça a marché en 2012 pour la gauche. C'est pas un discours d'autoconviction ça ? Ben non, c'est des faits. Vous venez de le voir pour la droite, vous l'avez vu pour la gauche. La gauche peut gagner, c'est des faits. C'est comme ça que François... La gauche peut gagner puisque... C'est peut-être de l'autoconviction, oui. Non, puisque à longueur de journée, on nous montre des sondages dans lesquels, si vous regardez M. Macron était ministre de Manuel Valls et de François Hollande après moi. Jean-Luc Mélenchon si vous additionnez tout le monde, c'est pas des faits.
Ça s'appelle un rassemblement. Nous avons à créer cette dynamique, sauf à être irresponsables et à penser que des querelles de personnes, des nuances avant le débat, eh bien, sont plus importantes que l'objectif. Si chacun fait 15, vous pensez qu'à la fin, ça peut faire 45 ? Qu'on peut additionner Mélenchon, le candidat socialiste, et Macron, et qu'il n'y aura pas de déperdition ? Il y aura sans doute de la déperdition. Il peut y avoir aussi une dynamique. La France, elle a besoin d'une dynamique. Si j'ai bien compris, Emmanuel Macron ne souhaite pas que François Fillon ou Marine Le Pen soient demain à la conduite de la France. J'ai compris que Jean-Luc Mélenchon non plus. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon très longtemps au Parti Socialiste. Je l'ai vu ministre de Lionel Jospin. Je serai tout à l'heure à Sainte-Gabelle parce que je m'inscris dans une histoire. Quelle est cette histoire ? L'histoire de Léon Blum, l'histoire de Jean Jaurès, l'histoire de Lionel Jospin, c'est le rassemblement, toujours le rassemblement. L'histoire de François Mitterrand. Vous avez connu la gauche gagner autrement ? L'histoire de François Hollande. Alors, et de François Hollande, bien entendu. Sauf que, dans le quinquennat, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé à ce point. Nous n'avons pas les communistes dès le départ, ni le Front de gauche. Les Verts ne restent que 2 ans. La base du Parti socialiste est extrêmement étroite. François Bayrou nous a tendu la main. C'était historique. Un ministre de la droite et du centre-droit pendant des années qui tend la main. Nous n'avons pas su la saisir. Donc il faut maintenant retricoter ce rassemblement. Et je comprends vos doutes, vos scepticismes, tout ce que vous voulez. Mais c'est le seul chemin possible si nous ne voulons pas de la droite ultralibérale et conservatrice de Fillon. Et je crois que les Français souhaitent autre chose. Et si nous ne voulons pas, évidemment, du Front National. Donc la gauche peut gagner. Elle doit se rassembler, et c'est bien une présidentielle. On verra s'il suffit d'aller à Sainte-Gabelle pour rassembler la gauche. Vincent Peillon, dans un tout petit instant. On va faire un arrêt sur l'info avant de revenir avec vous, député européen Vincent Peillon, mais aussi l'un des 7 candidats à cette primaire de la gauche. On va faire un passage par l'info à 8h40. C'est avec Victor Maté. Et ce serait une première depuis juillet 2012, à 5 mois de la présidentielle et contre l'avis d'un collège d'experts. Le gouvernement pourrait donner ce matin un coup de pouce au SMIC. Le salaire minimum actuellement de 1 141 € net par mois augmentera de toute façon de quelques centimes au 1er janvier. La brigade criminelle de Paris saisie d'une enquête après des tirs hier dans le 16e arrondissement de la capitale. L'homme visé, touché par balle et grièvement blessé, il est connu de la police pour des faits d'escroquerie. Un nouveau convoi d'autocars parti d'Alep-Est. L'évacuation des habitants et des rebelles semble donc avoir repris alors qu'elle est officiellement suspendue. Cet après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution. L'objectif, déployer des observateurs pour superviser ces évacuations. Le Canada qualifie d'odieuses les attaques d'hier en Jordanie. 10 personnes tuées, dont 7 policiers et une touriste canadienne. Des hommes armés ont ouvert le feu dans différents endroits près du site touristique de Karak. C'est à 120 km au sud de la capitale Amman. Elle avait été mariée à 9 reprises, notamment à l'arrière-grand-père de Paris Hilton. Zaza Gabor, sorte de star de télé-réalité avant l'heure, est décédée à l'âge de 99 ans. L'actrice américaine était apparue dans des films d'Orson Welles ou encore de John Huston, mais elle s'était surtout rendue célèbre par sa vie personnelle très mouvementée. France Info. Vincent Peillon est l'invité politique de France Info ce matin, l'un des candidats à la primaire de la gauche, Gilles Bornstein. Oui, Vincent Peillon, vous avez dit avoir décidé de vous présenter à cette primaire de l'élection présidentielle en écoutant le président de la République renoncer à se présenter lui-même. Est-ce que c'est pas un petit peu court ? Voilà, j'avais pas grand-chose à faire, donc je me présente. C'était le 1er décembre. C'est un événement politique majeur. Nous sommes sous la Ve République. C'est la première fois. Je sais que tout devient insignifiant, mais c'est la première fois qu'un président de la République gouverner 5 ans, 4 ans et demi là, 5 ans, ne peut pas se représenter. Théoriquement, c'est une démarche à laquelle on pense depuis longtemps. On n'y pense pas comme ça en regardant la télé. Est-ce que c'est bien sérieux ? Je ne suis pas de ceux qui sont dans le pousse-toi de là que je m'y mette. Quand il y a un président, ils sont nombreux, et ils font beaucoup de plateaux, et tous les jours, pour faire des petites phrases, y compris contre les leurs. Vous me pardonnerez, je l'ai dit dès le début, d'avoir une éthique politique. J'ai été numéro 3 d'un gouvernement, j'ai conduit des réformes, je crois, importantes, sur lesquelles on ne reviendra pas, qui ont provoqué des problèmes. Pourquoi ? Parce que l'intérêt général s'oppose à beaucoup d'intérêts particuliers. C'est une espèce d'improvisation de votre candidature et de votre campagne. Quelle improvisation ? D'être candidat, d'avoir décidé d'être candidat il y a 3 semaines. Je ne se présente pas, donc moi j'y vais. Je ne pouvais pas prévoir que le président de la République ne se représenterait pas. Déjà, j'étais étonné, pour vous le dire, que dans le système de la Ve République, on fasse passer un président par une case primaire dans laquelle il allait s'affronter à d'anciens ministres, voire la semaine d'avant, le Premier ministre qui exerçait avec lui. Ça devrait vous surprendre.
Mais ça nous a Bon. surpris. J'espère. Oui. Bah, Et donc le Premier ministre ne devrait pas... Tout nous surprend depuis un moment, vous Voilà. savez, cette histoire. Nous sommes à peu près dans le même état. Mais par rapport à là, nous avons une donne politique absolument nouvelle. Et cette donne politique, vous l'avez entendu, je le pense profondément, c'est d'abord une pratique politique, et j'y insiste beaucoup, c'est en même temps la volonté profonde pour la mienne de relever le gant, de relever le drapeau, de redonner fierté à la gauche et de permettre le rassemblement. J'ai jugé très solitairement, j'ai vu des gens vous auraient poussé. Pensez qu'on prend une décision comme ça, en étant poussé par les uns ou par les autres? J'ai jugé que j'étais sans doute le mieux à même pour pouvoir rassembler les socialistes, faire un projet qui puisse à la fois faire la synthèse entre les indignations nécessaires par rapport aux injustices de la société, mais garder la culture de gouvernement. Monsieur Ne pas Payan. me contredire jour après jour. Car si vous regardez, depuis ma lutte contre les paradis fiscaux, le mandat unique, ce que j'ai fait pour l'école, la constance de mon cheminement politique, je ne dirais pas autre chose. Et le projet que je vous présente, improvisation. Vous savez, je me rappelais, lorsque Lionel Jospin, en 1995, a été candidat à la présidentielle, nous n'avons pas eu tellement de temps pour rédiger ce projet. J'ai rédigé ou j'ai participé à la rédaction des 4 derniers projets présidentiels de la gauche, et je crois que 25 ans de vie politique, peut-être aussi un peu d'éloignement les 3 dernières années, ce qui m'a donné le temps de réfléchir, de mûrir ce que j'avais vécu dans l'exercice des responsabilités. Peut-être, en effet, je suis prêt, et davantage que d'autres. Guy Birnbaum. J'ai bien compris, nous avons bien compris ce que vous venez de nous dire, ce qui ne vous empêchait pas au mois d'avril d'expliquer « je ne briguerai pas de nouveau mandat électif », c'était dans Libération, mais on a compris que la période avait changé. Je vous dois la vérité, je l'ai dit. La vérité, elle est simple. En 1997, nous avons signé une tribune sur le mandat unique. Nous étions quelques-uns. Certains sont d'ailleurs candidats là. Je suis le seul à avoir respecté pendant 20 ans le mandat unique. Tout le monde le souhaite. Quand ça a lieu, mais là, c'était autre chose. J'y viens. Guy Birnbaum. Donc, je dis la même chose. Je Guy ne Birnbaum. demanderai pas, Vous on dites- m'interrogeait. Non, Guy Birnbaum, je vous réponds très Non, directement. vous disiez le 25 avril c'est 2017, fini. je ne solliciterai pas de nouveau mandat. Voilà. Oui, Donc, vous parlez électif. d'autre- Et non, Guy. je ne parlais pas. Permettez-moi, Paty, Ouais. s'il vous plaît, de dire la vérité. Je ne serai plus candidat. J'ai fait 4 mandats, dont 3 à Mais la la Voulette. proportionnelle. La Voulette. Je suis candidat à la présidence de la République. Vous permettez, ce n'est pas un mandat tel que je l'entendais. Là, on me questionnait sur les mandats de député. Bah, Et j'ajoutais, je ne me désintéresserai pas de la chose publique. Mais et alors, j'y suis. Ce rendez-vous a lieu. Auriez-vous été candidat si François Hollande s'était présenté? Non, Du tout. je vous l'ai dit. Dans la Ve République, Très il bien. me semblait, ayant participé à un gouvernement sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, qu'il s'était à lui de En présenter... revanche, vous êtes candidat face à Manuel Valls. Quelle est la différence? Bah, la différence, elle est considérable. Manuel Valls n'a pas été le président de la République. Mais quelle est Je la n'ai différence pas Quelle est la été- différence? À part ça, C'est sur le le bilan. fond. Sur le fond, Sur quelle est la la ligne. différence? Je n'ai pas, c'est une question institutionnelle, je n'ai pas la même orientation politique que Manuel Valls. Quelles sont vos Mais différences? Quelles sont- permettez-moi de vous dire que la curiosité, ça ne s'était d'ailleurs jamais produit, sauf on a eu, en 95, on avait vu un affrontement entre Chirac et Balladur dans des conditions, mais c'est le président de la République qui a fixé les grandes Quelle est orientations la de la différence France. de fond on voit pas entre la Manuel différence. Valls et François Hollande? On ne voit pas bien, là. C'est ça qu'on ne voit pas, en fait, puisqu'il défend le bilan. Bah Non, oui. mais vous me demandez, enfin, il y a 2 questions. Il y a une question qui est institutionnelle. Qui a été élu par les Français, François Manuel Hollande. Valls ou François Hollande? François Hollande. François Hollande. Lorsqu'on est élu par les Français, on agit, on nomme des premiers ministres, on nomme Ouais. des ministres, très bien. Et puis, on vient rendre compte de son action et on fait une nouvelle proposition. Ça s'est toujours produit comme ça. Oui, Même ça- lorsqu'il a été battu, Nicolas Sarkozy s'est représenté Ça nous a pas en échappé, 2012. oui, ça. Il me semblait que c'était donc la responsabilité de François Hollande de D'accord, mais venir se présenter devant les Français, Notre faire son question projet. est, entre Dès lors que Manuel c'est Valls le- et vous, entre Manuel Valls et vous, quelles sont les différences politiques, d'orientation Qui politique justifie votre candidature? contre lui? Elles sont... Ma candidature n'est pas contre Manuel Valls. Vous savez, Manuel Valls a Mais on dirait pris... que vous ne voulez pas vous Oui, profiter si, de j'y chaque viens, mais occasion il pour faut ne un pas peu de répondre. temps. D'abord, il y avait En quoi il diffère, il y avait alors une première confusion sur les institutions. D'accord, Je donc viens vous de la l'avez levé, rétablir. parfait. Permettez, maintenant je viens au contenu. D'accord. Vous avez peut-être noté que j'étais numéro 3 du gouvernement lorsque j'ai été aux responsabilités, que Manuel Valls, à ce moment, était numéro 7. Bon. Vous avez peut-être noté que je suis parti lorsqu'il est devenu Premier ministre. Vous avez peut-être noté que si ma pratique n'est pas de faire des petites phrases sur les uns et les autres jour après jour, évidemment, j'ai des désaccords importants avec Manuel Valls. J'ai des désaccords d'orientation économique. Vous étiez... J'ai des désaccords sur l'Europe.
J'ai des désaccords sur les débats de société. Orientation économique, alors rapidement, quel est votre désaccord avec Manuel Valls? Par exemple, je considère que Manuel Valls, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, ont critiqué, vous le savez, les 35 heures, on dit à plusieurs reprises que c'était une mauvaise mesure. Moi pas, j'ai toujours défendu la réduction du temps de travail. J'ai été fier que nous ayons fait les 40 heures avec Léon Blum, les 39 avec Pierre Mauroy, les 35 avec Martine Aubry et Lionel Jospin. Le CICE, le pacte de stabilité, c'était des bonnes décisions? Non, je l'ai déjà dit, oui, ce sont des bonnes décisions et je continuerai d'ailleurs. Nous devons aller au bout de la trajectoire de la compétitivité française. Mais quelle a été la difficulté, permettez-moi? La difficulté a été qu'il n'y a pas eu de négociation de contrepartie. Et ça, c'est une difficulté majeure, parce que nous avons pu, avec le CICE, dont le mécanisme de crédit d'impôt est assez compliqué, a mis un peu de temps, nous avons pu aider les entreprises, on le voit, les marges reviennent. Il y a, de ce point de vue-là, réellement un début de résultat, mais nous n'avons pas eu les contreparties. Il fallait demander plus au patronat, c'est ça? Il fallait, comme nous l'avions fait d'ailleurs sur la première loi et pas la deuxième des 35 heures, il faut contractualiser. Toujours, toujours, toujours. Vous ne pouvez pas, j'entendais ce matin sur le SMIC, c'est l'actualité. Vous êtes pour l'augmentation, puisque vous êtes favorable à la démarche sur la compétitivité. Faut-il augmenter le SMIC aujourd'hui? Oui, je pense d'ailleurs, si vous voulez, que dans la répartition, vous vous souvenez, à une époque, on parlait des 3 tiers, entre investissement, compétitivité et puis pouvoir d'achat. Il y a un problème de pouvoir d'achat pour les plus modestes de nos compatriotes, et donc un coup de pouce au SMIC, là, qui sera modeste, s'il a lieu, ne me semble pas poser un problème majeur. On peut tout faire, à la fois de la compétitivité et de l'augmentation de pouvoir d'achat. Il faut choisir, non? Regardez les chiffres. D'autant plus que le problème, c'est qu'il faut marcher sur 2 jambes. Le problème qu'on a aujourd'hui, la compétitivité, on l'a retrouvée, malheureusement sans contrepartie, mais nous avons un problème, je vous le redis, de pouvoir d'achat. Et c'est une des difficultés majeures des dernières années, y compris de la baisse de l'impôt sur le revenu les deux années qui viennent de s'écouler. Ça ne concerne que la moitié des Français. Il y a des Français qui sont dans les salaires très modestes, donc autour du SMIC, qui ont vu les taxes énergétiques augmenter d'à peu près de 50% et la taxe d'habitation. Ils les payent. On a pensé autrefois à un bouclier fiscal pour les plus riches. Je proposerai un bouclier fiscal pour les plus modestes de nos concitoyens. Vous poursuivez juste après ça. L'info à 8h50. Victor Maté. La vigilance orange de Météo France maintenue dans le sud-est. Les risques de fortes pluies et de vents violents concernent le Var et toute la Corse. Sur les côtes du Var, des rafales à plus de 110 km/h sont à prévoir cet après-midi. Les représentants des syndicats de chauffeurs VTC et ceux des plateformes ont rendez-vous à 10h au ministère des Transports. Les chauffeurs qui mènent depuis plusieurs jours des opérations de blocage à Paris pour être mieux payés. Reporters sans frontières dresse son bilan annuel. En 2016, 57 journalistes ont été tués à travers le monde. C'est 10 de moins que l'an dernier. Le pays le plus meurtrier, la Syrie, 19 journalistes y ont perdu la vie en exerçant leur métier. Sauf coup de théâtre, Donald Trump sera officiellement désigné 45e président des États-Unis aujourd'hui. Les grands électeurs, désignés le 8 novembre, ne sont pas tous tenus de choisir le candidat pour lequel ils ont fait campagne. Mais même en cas de rejet du milliardaire, eh bien c'est un républicain et pas Hillary Clinton qui ira à la Maison-Blanche. En football, Nice va passer les fêtes au chaud, assuré du titre honorifique de champion d'automne. Avant la trêve dans quelques jours, le gym ne peut plus être rejoint en tête du championnat. Nice qui peut dire merci à Lyon puisque l'OL a battu Monaco 3-1. France Info. Ce n'est pas un champion d'automne, mais un champion de printemps que se cherche la gauche. Vincent Payon est candidat à la primaire. Une proposition à retenir, Jean-Michel Apathy. Vous précisez, vous vouliez dire quoi sur le bouclier fiscal que vous voulez installer? Je pense qu'on a un problème de pouvoir d'achat pour les catégories les plus défavorisées. Que ce n'est pas seulement le salaire compte, mais c'est aussi tous les prélèvements obligatoires, et qu'on a pensé à une époque à protéger les plus riches des prélèvements obligatoires, on n'a pas pensé à protéger les plus modestes. Et donc je ferai la proposition d'un bouclier fiscal pour les plus modestes, c'est-à-dire d'un reste à vivre fiscal. Il faut calculer à partir du salaire qu'ont les gens tout ce qui leur reste une fois qu'ils ont payé tous leurs impôts, et en particulier des impôts qui ont considérablement augmenté ces dernières années, à commencer par les impôts locaux, la taxe d'habitation, et aussi, je vous l'ai indiqué, un certain nombre de taxes énergétiques. Et donc alors, je crois qu'on a mis des gens dans la difficulté. Quel est le chiffre que vous retenez comme bouclier fiscal? Je le préciserai au moment de mes propositions. Vous en préciserez le coût aussi? Bien entendu. C'est un coût que je peux déjà estimer à 2 ou 3 milliards d'euros. C'est-à-dire que par rapport à la stratégie de finances publiques dont je vous ai parlé, toutes les propositions que je vais faire seront finançables en respectant la trajectoire de finances publiques. Les 3%, et puis comme vous le savez après, au-delà.
Donc 2 à 3 milliards d'euros pour le bouclier des pauvres. On vient d'apprendre que Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, soutient Manuel Valls dans la primaire. Je l'avais déjà lu depuis une quinzaine de jours, donc il a dû officialiser. Non. D'accord. Un commentaire? C'est une déception? Non, moi je une ne suis déception pas... Non, pas du tout. Non, ce n'est pas du tout une déception. Et je ne suis pas, vous savez, par rapport aux autres candidats de la primaire de la Belle Alliance Populaire... Si personne vous soutient, ça va être un problème. Hein. Mais pourquoi vous dites personne me soutient? On a noté que Anne Hidalgo, je ne veux pas être désagréable, on a noté qu'Anne Hidalgo vous soutenez, mais c'est un peu tout. Non, mais vous cherchez à être un peu quand même désagréable. Non, ça m'a échappé un peu comme ça, mais il n'y a pas grand monde. Je crois en effet que c'est l'occasion de parler aux Français. Ça m'intéresse. Ségolène Royal pourrait vous soutenir? Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la décision que j'ai prise, elle n'est pas... J'ai fait beaucoup de congrès, vous me l'avez beaucoup reproché, de faire des soutiens et de confondre un rapport aux Français et un projet d'intérêt général avec des affaires internes au Parti socialiste. Je n'ai demandé le soutien de personne. Certains ont eu la gentillesse de me l'amener, de même, mais je ne crois pas que ce soit ça qui compte. Martine Aubry va vous soutenir? Je ne crois pas que ce soit ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est les propositions. Non, vous savez très bien que c'est important. Ce qui compte pour dans moi, une compétition telle que celle-ci, c'est important de pouvoir dire un tel qui représente quelque chose. Vous êtes tout à fait libre d'avoir vos opinions. Je viens pour exprimer les miennes et elles peuvent aussi intéresser. Et donc, je vous dis que ce qui me semble le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de parler aux Français. Que vous ayez tous envie de nous enfermer, je le vois, dans le Parti socialiste. Vous allez poser ces questions, après vous allez dire « Ah, ben vous faites un congrès. Très bien. J'ai noté qu'il y a quelques jours, oh, il y a trop de candidats à la primaire. Il y en a 2 qui s'en vont. Oh, bah dites donc, vous n'êtes pas gentil, il n'y en a pas assez. » Moi, je respecte le principe de non-contradiction. Moi, je dis la même chose le dimanche et le lundi. Moi, je ne reviens pas dans mon action politique, y compris les rythmes scolaires, pour dire j'ai eu tort. C'était une grande réforme et je la défendrai. Vous pensez au 49.3 et à la sortie de Manuel Valls? Je pense à une façon de faire de la politique qui ne concerne pas seulement les hommes politiques. On décode, si chacun serait écouté parce que sinon, deux moments du temps, on verrait que parfois il y a des incohérences. Vous évoquiez tout à l'heure l'éthique et le rôle de l'éthique dans votre engagement. L'un de vos concurrents dans la primaire de la Belle Alliance Populaire, François de Rugy, était sur Radio J et il s'inquiète des activités de conseil de François Fillon, le candidat de la droite. On sait que François Fillon a fait plusieurs voyages en Russie, qu'il a donné des conférences en Russie. Est-ce que ces conférences ont été rémunérées dans le cadre de sa société de conseil, puisqu'on sait que cette société de conseil lui a rapporté plus de 750 000 € depuis qu'il l'a créée, juste après avoir quitté Matignon. Monsieur Fillon doit répondre. Il a refusé de répondre jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'il fasse la transparence totale sur qui sont ceux qui l'ont payé. François de Rugy, comme Yannick Jadot avant lui, demande la transparence. Demandez-vous, vous aussi, la transparence à François Fillon sur ses activités? C'est le minimum. D'ailleurs, nous devons publier tous les revenus que nous avons à côté. Mais quand je parle d'éthique politique, faisons attention. Ce n'est pas du tout de ça dont je parle. L'éthique politique, elle est politique. Et donc, elle consiste à dire... Je fais ce que je dis ce que je fais. Ce serait déjà nouveau. Vous échappez un peu de la question qui est assez précise, je suis désolé. François de Rugy, Yannick Jadot l'a fait avant lui, François de Rugy soupçonne François Fillon d'avoir été financé de manière directe ou indirecte par les amis de Vladimir Poutine. Et ce que dit François de Rugy, c'est que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on doit faire la transparence sur ce genre de revenus. La question est simple, elle concerne François Fillon. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, qu'une transparence soit exercée sur les revenus que la société de François Fillon a encaissé depuis 2012? Mais pour moi, ma réponse est oui. Et pour moi, d'ailleurs, je croyais, j'ai entendu ce matin que Transparency International nous faisait quitus après l'affaire Caysa. Oui. Et moi, je déclare, parce que c'est obligatoire, tous mes revenus. Je vous donne un exemple. Pour la première fois de ma vie, en dehors de mon mandat unique, j'ai été professeur associé en Suisse. Je suis allé 18 fois. Tout le monde dit, il a vécu j'ai fait 18 cours en Suisse, sur les sujets d'ailleurs, la devise républicaine française. Voilà le séminaire que j'ai fait. Et vous avez été payé en France? Et donc, j'ai été payé. Non, c'est obligatoire d'ouvrir à la Poste suisse. C'était arrivé à certains de vos collègues qui viennent aussi faire des conférences. Et un compte en Suisse. Un compte à la Banque Postale Suisse, sur lequel il y a 300 €. Bon. Ça, c'est une faute. Non, c'est une obligation juridique. Donc, c'est pas une faute, c'est exactement le contraire. Et donc, il a dit c'est une info. Il n'a pas dit c'est une info. C'est une info que vous avez un compte à la Banque Postale Suisse. Mais non, pour être... Et donc, que Mediapart n'enquête pas. Voilà. Et c'est déjà fait. Le Canard enchaîné et Mediapart ont enquêté, je vous rassure, et ils ont vu comment les choses se passaient. Mais vous demandez... Est-ce que je peux aller à Fillon? Vous demandez que François Fillon fasse la transparence? Mais normalement, ça doit être le cas. Tous nos revenus doivent être déclarés. Visiblement, ça n'est pas le cas. Si de fait, François Fillon avait...
Vincent Payon, si de fait François Fillon avait touché de l'argent de la part de banques... Alors faisons de la politique. Kremlin, je suis extrêmement préoccupé. Je suis extrêmement préoccupé de ce que fait la Russie de Poutine depuis, dans le fond, la démission du grand gendarme du monde, les États-Unis, en Syrie. À partir de là, on a vu que le rapport de force, l'Europe a été incapable de se substituer, même si la ligne diplomatique française était la meilleure et reste la meilleure. On le voit avec la négociation de la résolution humanitaire de l'ONU. À partir de là, nous avons vu la Crimée, l'annexion de la Crimée. Nous avons vu ce qui se passe en Ukraine. Nous voyons ce qui se passe, évidemment, en Syrie. Et donc, moi, j'ai été surtout choqué que M. François Fillon, au moment où les gens d'Alep étaient bombardés, où les Russes alliés à l'Iran et au Hezbollah bombardaient des populations civiles, nous dire il faut parler à Poutine. On le fait. Mais c'est pas ça qu'il entendait. C'est il faut passer un accord avec Poutine. C'est le mot de la fin. Merci Vincent Payon d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à vous. Jean-Michel Apathy, Guy Birenbaum, Gilles Bornstein. L'info revient dans un instant.